Tout le monde sur Terre, nous répétaient nos parents, était porteur d'une histoire invisible et méritait d'être considéré avec un minimum de tolérance. J'étais émue et ravie d'être première dame, mais je n'ai pas cru une seconde me glisser dans un rôle prestigieux ou facile. D'ailleurs, une telle idée ne viendrait jamais à l'esprit de quelqu'un à qui l'on pouvait accoler les mots première et noire. J'étais au pied d'une montagne, et je devais l'escalader à la force du poignet pour gagner les cœurs. J'adorais passer du temps avec les enfants. Tout au long de mon séjour, à la Maison Blanche, leur présence m'apaiserait, me ferait oublier mes soucis de première dame, et cette désagréable impression d'être jugée en permanence. Avec eux, j'étais de nouveau moi-même. Ils ne me regardaient pas comme une bête curieuse, mais simplement comme une dame gentille et un peu trop grande. Un associé principal vous demande si vous seriez prête à être la tutrice d'un stagiaire pour la durée de l'été, et la réponse vient toute seule, oui, bien sûr. Vous n'avez pas encore compris qu'un simple oui peut transformer votre existence. Vous ne savez pas que, le jour où vous trouvez sur votre bureau une note qui confirme cette mission, une ligne de faille profonde et invisible de votre vie s'est mise à frémir, que la route toute tracée s'apprête à prendre une direction inattendue. À côté de votre nom figure un autre nom, celui d'un étudiant en droit, une grosse tête, très occupé à gravir sa propre échelle. Comme vous, il est noir, et il sort de Harvard. À part ça, vous ne savez rien de lui, seulement son nom. Et c'est un nom bizarre. Je comprends aujourd'hui que même un mariage heureux peut être lassant, que c'est un contrat qui doit être renouvelé et renouvelé encore, même en silence, et dans l'intimité, même seul. Je ne pense pas que ma mère ait confié à mon père ses éventuels doutes et insatisfactions, et je ne pense pas qu'elle lui ait avoué les mirages d'une autre vie auxquels elle pouvait songer dans ces moments-là. C'est un parcours qui se fait pas à pas. Devenir exige autant de patience que de rigueur. Devenir, c'est ne jamais renoncer à l'idée que l'on peut encore grandir. En qualité de tutrice de baraque, j'étais avant tout censée l'aider à s'intégrer. Je devais veiller à ce qu'il soit content de son travail, ait quelqu'un à qui s'adresser s'il avait besoin d'un conseil, et se sente bien dans l'équipe. Mon père n'avait que 55 ans quand il est mort. Suzanne en avait 26. La leçon était simple, la vie est courte, et il ne faut pas la gâcher. Je crois que devenir ne signifie pas atteindre une destination ou un objectif donné. Je vois plutôt cela comme un mouvement qui porte vers l'avant, un moyen d'évoluer, une façon d'aspirer en permanence à s'améliorer. Le voyage n'est pas terminé. La domination, voire la menace de domination, est une forme de déshumanisation. Il y a encore tant de choses que j'ignore au sujet de l'Amérique, de la vie et de ce que l'avenir nous réserve. Mais je sais qui je suis. Mon père, phrasé, m'a appris à travailler dur, à rire souvent et à tenir parole. Ma mère, Marian, à penser par moi-même et à faire entendre ma voix. Tous les deux ensemble, dans notre petit appartement du quartier de Chicago, ils m'ont aidé à saisir ce qui faisait la valeur de notre histoire, de mon histoire, et plus largement de l'histoire de notre pays. Vous êtes là pour nous, nous serons là pour vous. L'échec est un sentiment bien avant d'être une réalité. Si personne ne vous écoute, pourquoi ne pas crier plus fort? Si l'on vous catalogue comme une femme en colère, ou trop sensible, cela ne peut qu'aviver votre colère, ou sensibilité. Votre histoire vous appartient, et elle vous appartiendra toujours. À vous de vous en emparer. Rien ne t'oblige à aimer ta maîtresse, m'a-t-elle dit un jour où je rentrais à la maison en pestant contre mon institutrice.
Mais dis-toi bien que cette femme a dans la tête le savoir dont la tienne a besoin. Concentre-toi là-dessus et oublie le reste. Je voulais réussir. Ou peut-être était-ce plutôt que je ne voulais pas qu'on me croie incapable de réussir. Le monde de la politique est un monde de brutes. Et je savais déjà que je ne serais pas jugée à la même aune qu'elle. En tant que première dame afro-américaine à entrer à la Maison Blanche, j'étais autre presque par défaut. Si on prêtait a priori une certaine dignité, attachée à la fonction, aux femmes blanches qui m'avaient précédée, j'étais consciente que, pour moi, ce n'était pas gagné d'avance. J'avais appris de mes déconvenues de la campagne que je devrais être meilleure, plus rapide, plus intelligente et plus forte que jamais. Je devrais gagner la sympathie du public. Je craignais que beaucoup d'Américains ne se retrouvent ni en moi ni dans mon parcours. Je n'aurais pas le luxe de m'installer lentement, dans mon nouveau statut avant d'être jugée. Et, pour ce qui était des jugements, j'étais plus vulnérable que jamais aux craintes infondées et aux stéréotypes raciaux tapis juste sous la surface de la conscience collective que la rumeur et les allusions insidieuses feraient inévitablement remonter. J'étais émue et ravie d'être première dame, mais je n'ai pas cru une seconde me glisser dans un rôle prestigieux ou facile. Ça fait mal de vivre après la mort de quelqu'un. Ça fait mal, c'est tout. Ça fait mal de longer un couloir, d'ouvrir le frigo. Ça fait mal d'enfiler ses chaussettes, de se brosser les dents. La nourriture n'a pas de goût. Les couleurs sont ternes. La musique fait mal, les souvenirs aussi. Vous regardez quelque chose que vous trouvez beau, d'habitude un ciel qui s'empourpre au coucher du soleil, une aire de jeu remplie d'enfants, et ça ne fait qu'aggraver votre sentiment de perte. Le chagrin peut être tellement solitaire. Le message, clair et limpide, reflétait parfaitement ce que pensait Barack au fond de lui. Voter donnait du pouvoir. Si vous vouliez que les choses changent, vous ne pouviez pas rester chez vous le jour des élections. Devenir moi, devenir nous, devenir plus.